Alors, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Thierry Bobineau et Hélène Mouich pour un sujet autour du SIRH qu'on a intitulé SIRH, le retour aux fondamentaux, où Hélène et Thierry vont revenir sur une enquête qui a été menée par Euroquartz en partenariat avec Mayer Ashline en 2021 sur un certain nombre de critères concernant les SIRH en entreprise, les ambitions, les décisions d'investissement, etc. Donc je vais laisser la parole à Hélène et Thierry. Bonjour Hélène, bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors 2 mots d'introduction avant de démarrer dans le vif du sujet et de laisser la main à Hélène. Alors bon, cette crise, on l'apprend à personne, elle a rebattu des cartes dans la fonction RH et elle a amené une révision de priorités à pas mal d'endroits. Cette crise qu'on a cru terminer peut-être un peu vite, aujourd'hui, elle prend une dimension qui est assez inattendue, avec une véritable pénurie de ressources dans de nombreux secteurs, alors que l'activité repart un petit peu partout. Donc ça, c'est une dimension très importante pour les SIRH dans les mois à venir. Et ces SIRH, eh bien, nos clients nous ont dit qu'ils avaient été pas mal secoués pendant la crise, et ils le sont peut-être encore toujours un peu. Alors on pense au télétravail, on pense à la mobilité, on pense à la sécurité IT, on pense à toutes les règles administratives qui sont sorties depuis 12 mois, qui ont compliqué la vie des services RH. Mais il n'y a pas que ça. En tout cas, aujourd'hui, il y a un chiffre très intéressant qui est sorti en début d'année, c'est une étude des éditions Tissot, qui a montré que 7 RH sur 10 en France passent plus de la moitié de leur temps sur des tâches administratives. Alors ça, dans un contexte de pénurie de ressources, ça risque d'être un vrai problème et il va y avoir une contradiction à gérer entre des enjeux stratégiques et une gestion opérationnelle qu'on ne peut pas éviter dans tous les cas. Alors, quel a été l'impact sur les SIRH? Quelles sont les priorités d'investissement dans ce contexte? Est-ce qu'il y a eu des révisions? C'est ce qu'on a voulu savoir et on a confié une enquête à Mayer Ashline auprès de 180 entreprises, enquête qui a été conduite par Hélène et qui va maintenant nous présenter les résultats. Merci Thierry, bonjour à tous. Effectivement, pour revenir un petit peu sur ce que Thierry disait, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet, notamment celle de la Segos de juin 2021, où il était mentionné que 77% des RH estimaient que la crise avait modifié leur organisation, l'organisation de leur fonction RH, la façon dont ils travaillaient, leurs processus, leurs pratiques. Alors nous, c'est ce qu'on a souhaité savoir aussi en termes de SIRH. Qu'en est-il? Est-ce que cette crise qui, Thierry le disait, perdure et qui effectivement nous impacte dans nos vies de tous les jours, a aussi eu des impacts sur le système d'information RH. Alors pour cela, on a interviewé 180 décideurs RH et SIRH, des responsables fonctionnels RH, quelques personnes avec un profil un peu plus IT, pour savoir comment est-ce qu'ils avaient appréhendé cette crise, quelles en sont les conséquences et connaître aussi leurs priorités. Alors le premier constat, c'est que cette crise, effectivement, elle a exacerbé un certain nombre de risques. Alors des risques que, dans toutes les études qu'on a pu faire précédemment, ressortent quand il s'agit de gérer un projet SIRH. Néanmoins, on a certains points qui apparaissent de façon un peu plus prégnante avec cette crise, celui notamment de la contrainte budgétaire. C'est souvent un frein qui est mentionné quand il s'agit de mettre en place un projet d'application RH, SIRH. Néanmoins, 50% des décideurs que nous avions interviewés nous disaient effectivement que cette contrainte budgétaire était plus importante pendant cette crise sanitaire qui s'est en fait... Aujourd'hui, on a eu effectivement la crainte qu'elle se transforme en véritable crise aussi économique. On s'aperçoit que le risque a quand même été beaucoup plus modéré. Néanmoins, c'est vrai que le frein financier reste quelque chose d'important. Le deuxième point qui ressort sur les risques qui apparaissent de façon un peu plus importante avec la crise, c'est la sécurité informatique. Parce qu'effectivement, cette crise, tout simplement, pour pas mal d'entreprises, a laissé des locaux qui étaient vides pendant un certain temps, le temps des confinements, parce qu'il y a eu aussi des pirates qui se sont empressés d'attaquer les bases de données, et ça a été notamment le cas sur des données RH qui sont des données stratégiques pour les entreprises. La presse a fait écho de pas mal effectivement de cas de piratage, de hacking au moment de la crise sanitaire. Donc là, il y a une vraie problématique informatique, de sécurité informatique, d'intrusion dans le système d'information RH.
parce qu'effectivement, ces données RH sont importantes, sont stratégiques et doivent être protégées. Les 3 autres aspects, c'est relatif au manque de compétences parce qu'effectivement, avec cette situation sanitaire compliquée, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pu effectivement aussi travailler. Certaines entreprises se sont rendues compte qu'il manquait aussi des compétences, que ce soit SIRH, des compétences informatiques pour pouvoir gérer un certain nombre d'aspects. Et puis, de façon un petit peu moindre, on s'est aperçu aussi que tout ce qui était en termes de conformité RGPD, qui étaient des sujets quand même très importants pour les RH avant la crise, effectivement, sont exacerbés pour 31% des entreprises, mais de façon un peu moindre comparée à tout ce qui est financier et puis sécurité informatique. Et puis un point, moi, qui m'a un peu surprise, c'était que uniquement 24% des décideurs qu'on avait interviewés voyaient le déploiement d'applications non contrôlées, tout ce qu'on appelle ce shadow IT, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on a des collaborateurs qui ont dû travailler depuis chez eux, parfois avec leurs propres outils, ont pu déployer des applications qui leur permettaient de continuer à collaborer, à échanger avec leurs collègues sans que ce soit des applications, je dirais, autorisées ou en tout cas validées par la sécurité, par les départements informatiques de leur entreprise. Et donc, je pensais que ce risque allait être perçu de façon un petit peu plus importante. Néanmoins, on a quand même 24% des entreprises qui estiment effectivement que ça a été un peu plus accru avec cette crise. Le deuxième constat, c'est que la digitalisation des processus RH, elle est encore inachevée. Et que ça, non seulement, effectivement, c'est des choses que les entreprises cherchaient depuis des années à déployer à travers des outils digitaux, des outils d'automatisation, mais effectivement, quand on arrive dans une situation un contexte de crise, tous ces processus qui sont encore en cours et qui demandent encore d'être achevés, ça fait davantage mal qu'en situation un peu plus pérenne. Alors là, on observe qu'il y a vraiment deux types de processus qui sont aujourd'hui digitalisés dans les entreprises. Les premiers sont les processus administratifs, tout ce qui va concerner la paye, la gestion des temps et des plannings. Là, on voit qu'il y a quand même un vrai avancement dans la digitalisation de ces processus. Et puis, de façon moindre, voire beaucoup moindre, tout ce qui va concerner des processus un peu plus liés à la gestion des talents, où là, effectivement, les entreprises ont encore des choses à mettre en place, parfois même tout simplement à outiller, parce qu'il y a encore beaucoup d'Excel ou de processus qui sont gérés manuellement concernant les processus autour de la gestion des talents, que ce soit des talents internes ou externes. Et donc là, effectivement, cette situation encore, je dirais, inachevée de digitalisation n'a pas forcément aidé les entreprises à affronter un certain nombre de challenges, d'enjeux auxquels elles étaient confrontées durant cette crise. Donc là, des efforts qui sont encore à faire pour pouvoir accentuer cette digitalisation, notamment sur des aspects de dématérialisation dans les processus RH. Un autre constat, et ça c'est, alors là on revient sur des éléments en fait qui étaient, je dirais des sujets très à la mode dans le monde RH avant que la crise, que le coronavirus n'apparaisse. On parlait beaucoup de helpdesk, de chatbot, tous ces outils en fait qui permettent d'automatiser un certain nombre de processus administratifs et puis surtout de décharger en fait les services RH d'un certain nombre d'activités qui sont peu, je dirais, à faible valeur ajoutée, qui sont répétitives et qui peuvent être gérées d'une autre façon. Et cette crise, elle a effectivement en plus accru la charge administrative des RH. Pour les services RH, il a fallu gérer le chômage partiel, accompagner le télétravail qui se mettait en place de façon obligatoire pour certains collaborateurs. Donc, il a fallu équiper, ouvrir les accès au système d'information RH, former à distance. Donc, un certain nombre de points qui ont vraiment monopolisé les services RH et qui ont fait qu'ils avaient davantage besoin de se décharger aussi de certaines activités auprès des managers. Et du coup, cette crise, elle était un peu vue aussi comme une opportunité, entre guillemets, de mettre en place justement ces outils qui permettaient des helpdesk, des chatbots qui allaient permettre d'automatiser un certain nombre de tâches
d'automatiser aussi, par exemple, des réponses, des questions, parce que les questions étaient nombreuses de la part des collaborateurs auprès des services RH. Donc, profiter en fait, en quelque sorte de cette crise pour pouvoir mettre en place ces équipements. Et en fait, le constat, c'est qu'on a uniquement 14% des DRH qui nous ont dit effectivement, pendant cette crise du Covid, on a déployé un helpdesk RH, un chatbot, et 85% qui n'ont rien fait. Alors, on était loin pourtant d'un taux d'équipement assez élevé. Et l'explication à cela, c'est tout simplement que la crise a été tellement subite, tellement soudaine, qu'effectivement, l'ampleur, le caractère inédit de ce contexte ont poussé les RH à traiter d'autres sujets qui étaient beaucoup plus prioritaires. Et puis, surtout, il y a une dimension sociale qui a été très importante. Il a fallu garder le lien social avec les collaborateurs qui étaient soit en télétravail chez eux, soit qui étaient tout simplement arrêtés, qui étaient au chômage partiel. Et il a fallu parfois aussi gérer une certaine détresse psychologique pour certains salariés. Donc, il a fallu maintenir le lien social. Et ce lien social, il aurait été difficile parfois de le maintenir uniquement à travers une interface virtuelle, un chatbot, alors qui effectivement va apporter un certain nombre de questions que se posent les collaborateurs, mais on était aussi là dans un besoin d'échanger de façon un petit peu plus, je dirais, humaine qu'à travers une simple interface. Néanmoins, le constat aussi fait que 43% des décideurs que nous avons interrogés estiment que cette crise, elle va accélérer dans le futur leur projet de déploiement de solutions participatives. Alors, des solutions qui vont vraiment permettre d'améliorer le partage, de collaborer, de participer ensemble à des projets, que ce soit au niveau des collaborateurs, des managers. Et donc, on retrouve ça à travers, par exemple, la mise en place de solutions de sondage, de vote en ligne, de solutions qui permettent de prendre la parole pour des collaborateurs, de prendre aussi le pouls de l'ambiance en fait dans la société, de créer parfois des contenus. Donc, l'idée, c'est vraiment effectivement à travers ces solutions de pouvoir faire participer, collaborer les salariés ensemble à la vie d'entreprise, dans le but aussi bien sûr de les remobiliser parfois, de les engager et de les impliquer davantage dans la vie d'entreprise. L'autre, je dirais, constat et puis conséquence aussi de cette crise sanitaire, c'est que, et on le voit, ça continue à perdurer, c'est que le déploiement de solutions nomades est devenu quelque chose d'incontournable. Alors, auparavant, beaucoup d'entreprises commençaient à mettre en place des solutions pour leurs salariés nomades. Alors, les salariés nomades, c'était plutôt à cette époque des collaborateurs qui étaient des équipes de vente, par exemple, qui étaient chez les clients, des personnes qui étaient, habituées à travailler hors des murs de l'entreprise. Avec ces confinements qu'on a connus, le télétravail est devenu parfois la norme. Alors, même si effectivement, on ne peut pas généraliser le télétravail à l'ensemble des salariés en France. Il y avait une étude d'ADARES qui estimait qu'à peu près un tiers des postes étaient réellement télétravaillables. Donc, il n'y a effectivement qu'une partie de la population des salariés français qui se trouve concernée par ça. Néanmoins, c'est quelque chose que les entreprises ont dû prendre en compte et qu'elles doivent prendre en compte pour l'avenir. On va être certainement dans un système de travail hybride entre l'entreprise, la maison, des lieux de coworking. Et donc, pour ça, il a fallu et il faut accélérer tous ces projets de déploiement de solutions de solutions nomades qui permettent effectivement de pouvoir accéder, de pouvoir continuer à travailler efficacement en dehors de son lieu de travail habituel. Et puis, un des derniers constats, c'est que, et c'est lié aussi à cette notion de télétravail qui se développe, c'est que la crise sanitaire a accéléré le cloud. Alors, on le voit sur ce schéma, 28% des décideurs nous disent que la crise accélère leur projet de mise sur le cloud de leurs applications RH. Alors, quand on parle d'applications RH, souvent, ça peut être quelques modules, quelques fonctionnalités RH, quelques applications seulement, mais ça peut aussi, pour certaines entreprises, être un SIRH global, donc intégrer des aspects de paye comme de la gestion des talents. Alors, 28%, ce chiffre peut effectivement
être assez faible, mais il faut voir qu'on part sur une population RH qui est relativement mature en matière de cloud. Vous êtes souvent je dirais très intéressés par ces projets de cloud depuis plusieurs années. Donc, ça va de toute façon effectivement s'accélérer, et parce que aujourd'hui, les conditions de travail, les contextes de travail hybride qu'on risque de connaître dans ces prochaines années va de toute façon nécessiter une accélération vers le cloud. Donc tout ça, premier constat, c'est qu'effectivement, et quand on interroge les 180 décideurs RH par rapport à ça, c'est que leurs priorités SIRH sont forcément modifiées par la crise, parce qu'effectivement, on a dû apprendre à travailler autrement, à faire les choses autrement. Et pour 54%, ils nous disent effectivement leur SIRH, leurs priorités qu'ils avaient avant la crise, vont être modifiés. Il va y avoir d'autres choix de fait, parce que on a besoin aussi aujourd'hui d'avoir un SIRH qui soit adapté à cette situation de crise. Un grand nombre d'entreprises se sont rendues compte que leur système d'information RH pouvait être très efficace, performant dans un contexte très classique. Néanmoins, c'est vrai que cette crise met en lumière un certain nombre de faiblesses, que ce soit en termes de digitalisation des processus RH, d'accès au système d'information RH à distance, d'implication aussi des collaborateurs dans les projets. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées par la suite, et on le retrouvera par la suite dans les projets d'investissement SIRH. Avant ça, on va peut-être faire une petite pause, Thierry, sur... Je vais te résumer quelques questions et remarques reçues. Alors, on va peut-être, avant ça, faire un petit quiz, parce que juste pour le leitmotiv des 50 ans de Requart, c'était de parlons-nous. Alors, on a effectivement, c'est important parce qu'on a été coupé physiquement d'échanges et de pouvoir se parler. Donc, on a trouvé important de pouvoir aussi échanger, communiquer avec vous, présenter nous ce qu'on nous avions comme chose à vous dire, mais c'est important d'avoir votre retour. Donc déjà, une petite question, c'est est-ce que vous pensez à ce jour que votre SIRH ou vos applications RH, si elles sont variées, celles qui sont en place, permettent d'affronter un nouveau confinement? Si jamais demain, on doit de nouveau être confiné, est-ce que le SIRH tel qu'il est dans votre entreprise permettra d'affronter ce confinement? Alors, je vois une barre de progression, mais je ne vois pas de résultat. Je ne sais pas si c'est normal. Ça, c'est en progression. Je pense que c'est quand tu mets fin au vote qu'on voit le résultat. Ouais, en fait. Christophe, dis-nous comment est-ce qu'on met fin au vote? Moi, je vois un bouton fin du vote, donc j'attends de voir le chiffre supplémentaire. Oui, j'attends. On laisse 10 secondes pour voter. On a 51% des participants qui ont répondu. On va laisser monter un peu. Voilà. Voilà, allez, on a plus de 50% de l'échantillon, donc c'est déjà bien. 57%. Voilà les résultats. Alors, que disent les résultats? Vous les voyez? Non. Oui, c'est bon. Donc, du coup, voilà. Donc, 58% d'entre vous pensent qu'effectivement, le SIRH qui est en place dans votre entreprise permettra aujourd'hui d'affronter un nouveau confinement. Donc, ce qui est plutôt quand même assez positif. Je ne sais pas si on aurait posé... Non, c'est pas ça, Hélène. Tu as 18% qui disent oui complètement. Ah non, je ne vois pas les fautes comme ça. Moi, je ne vois pas les chiffres. Non. 33% qui disent oui partiellement et 7% non pas du tout. Donc, le oui complètement ne représente que 18%. Non, j'avais pas Ah oui, il faut descendre, excusez-moi. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que ça confirme les chiffres de l'enquête. Écoutez, on espère, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on prie tous pour ne pas avoir de nouveau confinement, mais il y a quand même une inquiétude sur la capacité des SIRH actuels à faire face à une nouvelle situation de confinement, et c'est l'écho que l'on a de partout. Donc, quand les chiffres confirment les impressions, c'est que souvent les deux sont vrais. Alors, quelques questions qui ont été posées, Hélène. Déjà, est-ce qu'on pourra avoir la présentation? Oui, Christophe nous enverra la liste des participants et on fera suivre cette présentation, pas de souci là-dessus. Une autre question, une autre remarque dans le sens du cloud, qui dit que finalement les éditeurs ne laissent plus trop le choix et imposent pratiquement le modèle SaaS. Donc finalement, il y a de moins en moins de latitude sur le sujet.
Donc ça, c'est une remarque qui a été faite. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit même chez Rockwart, tu diras pour Rockwart, mais je pense que la logique des choses veut d'aller vers le SaaS, vers le cloud. Là, il y a une étude de Marques qui est sortie en octobre 2021, l'étude de marché annuelle sur le marché des solutions RH. Et clairement, on voit que le SaaS, le cloud, tire encore le marché. Marques estime à peu près à 15% de taux de croissance moyenne annuelle d'ici 2024 pour uniquement le marché des solutions RH SaaS, alors que le marché global est à 6%. Donc, il y a quand même une vraie demande, une vraie appétence des entreprises et notamment des DRH pour cela. Je disais tout à l'heure que je reviens sur les 28%, ce qui peut paraître un petit peu faible. Néanmoins, lorsque j'ai travaillé moi chez Marques 20 ans dans ce service RH, on avait fait une étude qui estimait en 2021-2022 que 80% des DRH seraient équipés au moins d'une solution RH. Donc on voit qu'on était déjà sur un taux d'équipement qui était assez fort. Et aujourd'hui, ça me paraît effectivement logique qu'on continue à aller dans ce sens du SaaS. Le contexte, oui. en tout cas, le favorise. Alors nous, on le confirme en tant qu'éditeur, la croissance du basculement vers le SaaS, elle est jamais vue, quoi. On a aujourd'hui une demande très très forte de nos clients existants pour passer en SaaS, et les nouveaux clients où le modèle dominant, c'est très clairement devenu le SaaS. Une autre question sur les outils. Alors, je pense que ça rejoint ce que tu as présenté sur faire participer les salariés, le modèle collaboratif. Une question sur les interactions avec les collaborateurs et quels outils. Est-ce qu'on a des outils à préconiser? Je ne suis pas sûr qu'on ait des outils à préconiser là-dessus. Mais en tout cas, il y en a qui sont dédiés à cette fonction sur le marché. Et des entreprises qui font ça avec des solutions artisanales du style survie manquée, par exemple. Je ne sais pas si toi, Hélène, tu connais des solutions référentes sur ce sujet, mais... Alors, effectivement, il y a pas mal d'outils, un petit peu ce qu'on peut rappeler des best-of-breed qui se sont créés récemment, qui sont vraiment parfois dédiés à... ça peut être un outil de sondage en ligne, un outil de collaboration pour vraiment travailler ensemble. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, il me semble qu'il y a eu quelques regroupements, quelques fusions, quelques achats par des éditeurs un peu plus globaux, peut-être même dans les RH de mémoire. Mais il y a pas mal d'outils très spécialisés et qui peuvent, là aussi, qui sont en cloud, en SaaS, mode SaaS, et qui peuvent donc facilement s'intégrer avec l'applicatif existant pour pouvoir communiquer et ce sont des outils souvent très, très, très faciles, en plus très fluides et simples à utiliser. J'ai vu passer plusieurs questions sur la sécurité quand tu as traité le sujet de la sécurité, qui vont dans le sens où la crise a quand même mis en évidence des vrais problèmes de sécurité. Oui. Effectivement, alors on avait ce chiffre, on y reviendra après parce que c'est un des éléments qui ressort aussi dans cette enquête, mais vous aviez le chiffre par rapport aux risques qui sont exacerbés, la sécurité arrive en deuxième position, sécurité informatique, sécurité aussi tout simplement physique, hein, parce que je crois que chez Rockwart, vous aviez eu comme ça des éléments d'entreprise qui se sont retrouvés facilement aussi, je dirais, très vulnérables dans ce domaine. Là, il faut juste repréciser qu'on est sur une population plutôt RH. Donc, il y a une vision de la sécurité qui est peut-être un petit peu plus partielle que ce qu'on pourrait l'avoir des responsables informatiques ou des responsables de sécurité informatique. Rockwart a mené une étude justement, et ça c'était intéressant parce que le chiffre était beaucoup plus élevé de mémoire. Ça a été, 80% disaient que ça avait été vraiment une des préoccupations issues de la crise, que ces problèmes de sécurité logique informatique et de sécurité physique aussi, puisqu'il n'y avait plus personne dans les locaux et les locaux étaient vulnérables. Et pour eux, c'était quand on interroge cette population informatique, c'était plus cette préoccupation de sécurité qui était ressortie pour 80% d'entre eux. Oui, donc là, par rapport à nos 42% effectivement qui disent que la crise a exacerbé, c'est beaucoup plus fort chez la population informatique.
Alors, en tout cas, pour une fois, la presse n'a pas exagéré. On sait que beaucoup d'entreprises ont été l'objet d'attaques et les applications RH font partie des applications les plus ciblées parce qu'elles contiennent des données qui sont très intéressantes pour des hackers. Donc ça, c'est un sujet connu. Je te propose peut-être, on reviendra à la fin sur d'autres Oui. questions. On n'a pas pu toutes les traiter, mais je te propose qu'on enchaîne avec la deuxième partie, Hélène, qui est plus cette fois sur les priorités d'investissement. Tout à fait. Alors, justement, on parlait des investissements. Vous voyez, il y a quand même, si vous vous rappelez, le premier chiffre qui apparaissait sur les risques, c'était le risque financier. Néanmoins, malgré ce risque financier, les entreprises, les DRH ont des projets d'investissement puisque les 2/3 d'entre eux nous disent avoir des projets à court moyen terme. Donc, avec que ce soit simplement un ajout de nouvelles fonctionnalités. Elles se sont rendues compte qu'effectivement, certains processus n'étaient pas forcément bien couverts ou complètement gérés, ou alors changer carrément les solutions. Et il y a 3 processus principalement qui ressortent. C'est tout ce qui concerne la formation, l'e-learning, parce qu'effectivement, la formation, notamment le processus de formation, c'est vu comme une arme un peu à la reprise post-Covid. On doit s'assurer d'avoir le personnel qui est bien formé et qui est prêt en fait aussi à pouvoir s'adapter, à pouvoir gérer de nouveaux postes. On a vu le manque de compétences est également un élément qui est important. Sans compter que la période de confinement, les périodes de confinement qu'on a vécues ont aussi été propices à former parfois des collaborateurs qui pouvaient être en manque d'activité via des outils d'e-learning. Donc là, on a vraiment une recrudescence de tout ce qui était le besoin d'e-learning sur parfois aussi d'autres aspects, pas uniquement du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, parce que c'est aussi ça que la crise a montré, c'est qu'on avait besoin d'avoir des collaborateurs qui pouvaient être autonomes, responsables, qui allaient pouvoir s'adapter facilement. Donc, il y a eu aussi d'autres thématiques qui ont dû être développées dans la formation. Le deuxième point, c'est tout ce qui est autour des référentiels emploi compétences, pouvoir aussi identifier les compétences en interne, savoir où sont ces ressources disponibles, de façon à pouvoir repenser, organiser au mieux l'organisation à court terme et surtout aussi en sortie de crise. Et puis, le troisième point, pour 30% des DRH, il s'agit d'investir sur des solutions de gestion des temps, gestion des plannings. Là aussi, on s'est retrouvé parfois avec des entreprises qui ne savaient pas forcément comment organiser, où se trouvaient les personnes, comment organiser les plannings, qui étaient disponibles. Donc là, il y a eu des gros trous, je dirais, dans la raquette. Et donc là, on s'est effectivement retrouvé sur des besoins qui peuvent sembler très basiques. On peut avoir effectivement, on le voyait, la digitalisation de tout ce qui est temps et planning était aujourd'hui relativement élevée comparé à d'autres aspects. Néanmoins, il y a encore des choses à faire et parce que les applications n'étaient pas forcément les plus adaptées au contexte. Donc là, des projets en fait qui vont permettre à ces entreprises d'être rapidement dans l'opérationnel et qui vont aussi apporter rapidement de la valeur à l'entreprise et au RH. Alors, un autre point qui était intéressant, et ça, c'est quelque chose, et je crois que Thierry, ça t'avait surpris de façon assez importante, c'est que quand on s'intéresse aux projets, souvent les entreprises ont des projets, mais elles ont du mal à se positionner dans le temps. Et là, quand on les interroge sur l'échéance, en fait, à quel horizon elles souhaitent investir, on est vraiment dans des projets très, très court terme. Donc là, à moins de 2 ans, on a effectivement 63% des DRH qui nous disent avoir des projets de gestion des temps et de l'activité, par exemple, qui vont investir dans ces solutions. On est aussi sur de la paye. Et là, 74% des RH avec un projet de paye le feront dans les 2 années à venir. Donc, on est sur des projets qui vont permettre en fait de très rapidement réparer des petits irritants, alors des choses qui dans la vie quotidienne n'étaient pas forcément très très graves, mais effectivement ce sont devenus de vrais freins à la performance, à la poursuite de l'activité lorsqu'on est dans une situation de crise comme celle qu'on a pu vivre. Donc cette crise, elle a
en quelque sorte vraiment mis en évidence toutes les insuffisances du système d'information RH, celles qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément bien mises en valeur, mais qui sont venues vraiment de gros freins pour pouvoir continuer tout simplement à gérer l'activité au quotidien et puis à gérer les personnes. Donc là, on a des projets en tout cas qui devraient voir le jour, et je pense que c'est quand on voit les prévisions, même les activités des différents acteurs, quels que soient les processus qui RH couverts, on a aujourd'hui un marché qui se porte plutôt bien, avec des entreprises qui effectivement vont investir très, très rapidement pour pouvoir apporter les réponses manquantes en termes de système d'information RH. Un autre aspect qui ressort qui est une conséquence en fait de tout ça dans cette crise qu'on a vécue, qui avait quand même je dirais une dimension sociale, humaine très forte, parce qu'effectivement on a eu une scission dans les entreprises entre à la fois les personnes qui restaient travailler sur site, celles qui étaient en télétravail, celles qui ne travaillaient, qui étaient en chômage partiel. Il y a eu ce besoin de pouvoir maintenir le lien entre les collaborateurs, les managers, mais aussi de les impliquer davantage dans les projets, dans les projets RH et SIRH. Et lorsqu'on a interviewé les DRH sur cette notion d'implication, il est apparu très fortement qu'effectivement, pour 83% des DRH, elles impliquent leurs managers dans leur projet RH, et pour 56%, elles impliquent aussi leurs collaborateurs. Alors ça, c'est pas complètement nouveau, mais c'est quand même mis de façon en avant de façon un peu plus flagrante, parce qu'effectivement, les managers se sont retrouvés souvent en première ligne de la gestion RH. Ils ont dû prendre le relais aussi par rapport à leurs collaborateurs, et puis prendre le relais des DRH qui, elles, étaient je dirais, impliquées ou qui étaient sur d'autres charges plus prioritaires pour elles. Et donc cette crise de Covid, elle va révéler effectivement l'importance d'impliquer ses collaborateurs, ses managers, que ce soit dans la gestion au quotidien, mais aussi dans l'implication dans je dirais, la gestion RH un peu plus stratégique pour les managers. Et puis enfin, un point important, c'est qu'on leur a demandé, et demain, si vous deviez effectivement repenser vos applications RH, quelle serait la priorité? Alors là, le choix était unique. Donc il y a 2 points qui ressortent. Le premier, c'est cette notion d'expérience salariée. Alors l'expérience salariée, elle va être, je dirais, de plus en plus importante sur c'est quelque chose qu'on voit, l'expérience collaborateur, l'expérience salariée, qui est très copiée sur le modèle de l'expérience client que l'on vit, nous, chacun, tous les jours. Mais il y a un besoin, effectivement, de pouvoir procurer cette expérience, ces interactions que va avoir le salarié avec son entreprise, que ce soit depuis son entrée en tant que candidat dans le processus de recrutement jusqu'à toute sa vie en tant que salarié d'entreprise, jusqu'à sa sortie, de pouvoir faire que les interactions soient les plus optimales possibles, de façon à pouvoir avoir aussi cette notion de bien-être au travail, d'avoir des collaborateurs qui vont être épanouis, engagés pour leur entreprise. Donc cette expérience salariée, elle va passer, mais avant tout aussi par un certain nombre de points, de tout ce qu'on peut mettre en place. On a perdu le slide. C'est bon? C'est revenu. Tout ce qu'on peut mettre en place, que vous avez dû mettre autour du bien-être dans les entreprises, il n'y a pas que ça. Effectivement, l'application RH en tant que telle, ou les applications que va utiliser le salarié, vont aussi participer à cette expérience en procurant notamment une expérience utilisateur, la fameuse UX, donc des solutions qui demandent peu de formation, qui vont être simples, intuitives. Et ça, c'est vrai que suite à l'expérience de confinement, cette crise qu'on a connue, qu'on connaît encore, on a eu besoin d'avoir des collaborateurs qui pouvaient facilement se former sur des outils sans avoir beaucoup d'assistance. Et donc, cette notion du X est très importante et va aussi contribuer donc à l'expérience salariée. Et puis, le deuxième point, mais on y revient, c'est sur la sécurisation des processus RH.
Là, on en parlait tout à l'heure dans la question qui a été posée, c'est effectivement s'assurer que les processus sont bien protégés, qu'on n'a aucune intrusion, qu'on va avoir des données RH qui vont être partagées avec les bonnes personnes, qu'elles ne vont pas pouvoir être piratées ou pouvoir être modifiées aussi. Donc là, il y a vraiment un besoin assez fort de pouvoir compter sur des applications, sur des solutions qui vont garantir cette sécurisation des processus RH et qui vont aussi, je dirais, optimiser les processus, la façon dont les processus seront traités derrière. Et là, de façon moindre, et c'était un peu aussi, alors, un peu étonnant parce qu'on était sur des sujets quand même assez à la mode, si on peut dire, pour les RH avant la crise, c'est que tout ce qui est autour de la donnée, alors, aussi bien sur des décisionnels que l'intelligence artificielle, ce sont des sujets qui sont relégués un petit peu au second plan, avec uniquement, vous voyez, 6% des DRH qui nous disent que pour eux, la priorité, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment là sur des choses qui sont à la fois centrées sur l'humain, sur la sécurisation de la donnée, et puis sur des choses très, très opérationnelles qui vont permettre de fluidifier tout ça, tous ces processus et d'optimiser un maximum. Alors, un deuxième quiz, parce que ce qu'est une des comment dire, des enseignements peut-être de cette crise, c'est qu'on a dû faire beaucoup de choses à distance et on s'est posé la question, est-ce que vous pensez que l'on puisse déployer un projet SIRH à distance? On va laisser le temps de réponse parce que effectivement, la notion de distance, elle est depuis 18 mois un petit peu présente dans toute notre vie professionnelle, quotidienne aussi. Que ce soit en termes de management, de formation, d'échange. Là, on le voit aujourd'hui de webinars. Beaucoup de choses se font à distance, mais est-ce qu'on peut effectivement, selon vous, déployer un projet système d'information RH à distance? Allez, on vous laisse 5 secondes pour répondre. On a déjà 58% des participants qui ont répondu. 62% maintenant. Allez, on met fin au vote. Attention. Voilà. Donc on a 53% de oui pour 15% de non. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement... Ouais. Donc nous, la question... Alors, on avait posé la question donc dans le questionnaire passé en mars-avril 2021, donc on était encore dans une période de confinement forte. On va vous montrer... Hop, j'arrête de partager les résultats, c'est ça? Ouais, je vais le faire. Vas-y. On était dans une période de confinement particulière et on avait posé la question et le chiffre qui était ressorti, c'est que 69% des sondés nous disaient oui, c'est possible. C'est possible de déployer un système d'information RH à distance. Et la chose qui était encore plus surprenante, c'est que 84% d'entre eux étaient prêts à le faire. Donc là, on reste sur des choses très, très, très fortes en faveur d'un tel déploiement. Alors, l'idée, effectivement, on est là dans un contexte aussi quand même particulier. Rien n'enlève la notion comment dire, d'échange, de contact humain en vrai. Néanmoins, pour un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas équipées de solutions qui leur permettaient de gérer leur planning, leur temps, de gérer peut-être même d'autres aspects RH qui étaient vraiment importants dans cette période de confinement, elles ont dû le faire en faisant appel à leurs fournisseurs de solutions et de faire tout à distance. Alors, chez HeuroQuartz, c'est quelque chose que vous avez fait. Thierry, c'est ça, hein, vous avez eu à le faire. Alors, c'était pas forcément un souhait de faire des déploiements à distance de notre part, mais les circonstances font qu'on a été obligé de le faire dans un certain nombre de cas. Qu'on a été surpris, et nos clients aussi. On a eu un témoignage il n'y a pas très longtemps de Système U qui a déployé un système avec nous complètement à distance, et franchement, ça s'est très bien passé. Alors depuis, on est revenu à des déploiements mixtes, où on fait quand même un peu de présentiel, puis on fait un petit peu à distance. Mais voilà, globalement, ça s'est plutôt bien passé.
même si on a quelques phases qui forcément sont plus faciles à faire en présentiel. Donc voilà, pour l'instant, on est sur un modèle qui est plutôt hybride et qui semble donner satisfaction aussi bien aux clients qu'à nos consultants. Une remarque de Hugues sur la complexité de la conduite du changement qui nous dit que c'est exacerbé par le distanciel. Alors, probablement que ça complique un petit peu les choses. Souvent, on n'était pas préparé à le faire. Et la conduite du changement à distance, effectivement, c'est différent. C'est différent, mais on se rend compte que ça s'apprend et qu'on a été plus vite qu'on le pensait. Beaucoup de nos clients nous l'ont confirmé, cet aspect-là, qui eux aussi ont appris pendant la crise à gérer la conduite du changement à distance. Ça a été effectivement un petit peu plus compliqué parce qu'il a fallu changer les modalités et on n'était pas tous préparés à le faire. Mais ça semble fonctionner aussi. Autre question, Hélène, sur les managers. Et est-ce qu'ils ont vraiment envie, eux, vu la charge qu'ils ont aujourd'hui, d'être impliqués dans les projets RH? Est-ce qu'ils ne sont pas tentés de dire, finalement, les projets RH, ça relève plutôt de la fonction RH? Alors, oui, effectivement, je disais tout à l'heure, quand on parlait d'implication et de solutions collaboratives qui permettaient aussi d'impliquer les collaborateurs et managers, on a quand même depuis quelques années, même une dizaine d'années, facile, une ouverture du système d'information RH aux managers et aux collaborateurs, la volonté de la part des RH de donner un certain nombre d'activités du quotidien qui doivent être gérées par les RH. Je crois que c'était en 2013, j'avais fait une enquête pour Marquez sur justement cette notion alors c'était une notion de performance RH et comment est-ce qu'on pouvait aider à être plus performant RH, notamment en donnant accès à un certain nombre d'outils directement par les managers. Et on avait, alors je crois que c'était à peu près 3/4 des managers qui devaient se voir confier de la part de leur RH des tâches RH. Ça pouvait être gérer les congés absences, les plannings, tout ce qui était le planning des ressources, évaluer les compétences, bien sûr. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait pratiquement un tiers des managers qui disaient faire ça en dehors effectivement de leurs horaires officiels. Donc, c'était soit très tôt le matin, soit très tard le soir, soit le week-end, soit en vacances. Et surtout, on avait une partie, il me semble que c'était 4 sur 10, qui disaient qu'ils n'étaient pas forcément équipés pour pouvoir faire ça. Donc, il y avait un vrai besoin. Je pense qu'il y a une acceptation de la part des managers pour le faire, mais en échange d'avoir des outils qui permettent de le faire et de pouvoir les faire de façon, je dirais, optimale, donc sans y passer trop de temps, parce que ça peut rapidement être source assez chronophage. Et puis surtout avoir des outils qui sont efficients et qui vont permettre de le faire. On parlait tout à l'heure de solutions nomades. Ça peut être aussi pour un manager de pouvoir le faire depuis le train, depuis différents lieux de travail et qui vont effectivement l'impliquer et chercher à l'impliquer davantage dans la gestion ces gestions de tâches qui étaient plutôt RH au départ. Alors, je reviens sur une autre étude qu'on a faite avec Opinionway l'an dernier cette fois, donc, qui avait montré, donc une étude auprès de 2000 salariés français, qui avait montré que l'intervenant le plus reconnu par les salariés pendant la crise, c'était le manager, et de très loin. Quand on leur demandait qui est-ce qui vous a le plus aidé pour traverser la crise sanitaire, la première réponse, c'était le manager. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce manager, il vaut mieux, vu sa place, son rôle vis-à-vis des collaborateurs, il vaut mieux qu'il ait les bons outils RH pour gérer efficacement ses collaborateurs et savoir répondre à toutes leurs questions. Voilà, donc on est arrivé au terme de ce webinaire. On vous remercie de votre participation. 2 prochains webinaires également avec Mayra Schlein le 20 janvier, donc autour de la pérennisation des solutions de gestion des temps en entreprise. Et un autre le 27 janvier, toujours avec Mayra Schlein, sur le sujet de la planification d'effectifs quand on est en pénurie de ressources, qui est une situation de plus en plus fréquente chez nos clients aujourd'hui. Donc, on vous donne rendez-vous pour ces 2 webinaires. Un livre blanc a été publié suite à cette étude, vous le trouverez sur notre site. Et dès qu'on va recevoir de Christophe le fichier des participants, on vous fera parvenir cette étude. Et puis, vous retrouverez le replay de ce webinaire la semaine prochaine sur Mayra Schlein.
Merci Thierry. Merci à tous et Merci à très tous. bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous.